Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ce message « Je suis né à 17 ans » pour un homme qui en a 61, presque 60. Ça veut dire déjà que je suis né à 17 ans, ça me laisse 17 ans de rab. C'est-à-dire que j'ai 17 ans de bonus. C'est ce que je dis assez régulièrement. Voilà, j'ai l'âge que j'ai et j'ai 17 ans en plus, voilà, qui me sont offerts. Non, si j'ai choisi ce titre avec l'éditeur, Plomb, on s'est dit que 17 ans, c'est un âge qui est marquant pour moi parce que c'est là qu'il s'est passé un événement assez terrible dans mon adolescence. Et à partir de là, je dis souvent je suis mort. Et c'est à partir de là que je suis rené. Voilà. Et ce qui est très intéressant et que je n'ai jamais dit, c'est que le jour de la Saint-Thierry, c'est aussi, je crois, la Saint-René. Double sens. Incroyable. Donc voilà pourquoi ce titre. J'avais d'autres titres en tête qui pouvaient aller très très bien avec la tonalité du livre. Il y avait une chanson de Balavoine que j'ai beaucoup aimée. Et pourtant, il faut vivre. Et pourtant, il faut vivre ou survivre. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a des souffrances, c'est vrai que tout le monde souffre, c'est vrai que le monde est rempli de misère, de tristesse, et pourtant, il faut vivre sans blesser tous ceux qu'on aime. On vous découvre, hein, on connaît Thierry Beccaro, animateur, avec le parcours professionnel tout à fait honorable. Vous êtes en même temps à la télévision, au théâtre, et ce livre, on découvre un personnage qu'on n'imaginait pas du tout. Derrière, c'est les fous rires qu'on connaît. Derrière ce capital sympathie, cet animateur jovial, on découvre quelqu'un, et c'est ce qui surprend d'ailleurs à la lecture de votre livre. On tombe des nues en fait, parce qu'on se dit waouh. Alors on découvre un personnage différent, Samia, parce que je ne voulais pas évoquer tout ça. Je pensais, je continue à penser que pendant ces 40 ans de carrière, pendant que j'exerçais, je continue, mais je trouvais que ça n'avait aucun intérêt d'égrener comme ça des petits moments de souffrance, de raconter comme ça que j'avais eu une enfance difficile, que j'avais vécu ceci, comme j'avais vécu cela, parce que ça, c'est trop répandu, ça. Moi, j'ai peur de quoi, pardon, d'ennuyer les gens, Non, parce que je pense que ça notre travail à nous, c'est de distraire les gens, c'est de les informer, c'est de les emmener ailleurs s'il faut les emmener ailleurs, sur une scène de théâtre, c'est de leur offrir quelque chose qui va les sortir, qui va les divertir, qui va leur apporter un petit peu de joie, un peu d'émotion, un petit peu d'instruction, quelque chose qui va leur apprendre ce qui se passe dans le monde et tout. Et moi, raconter mes souffrances personnelles, je pense que ça n'a aucun intérêt. Et un jour, j'ai rencontré Louise Weiss, qui était une femme incroyable, qui avait beaucoup milité pour la libération de la femme. J'ai eu le bonheur de l'interviewer dans les années 80, donc j'étais tout minot. Et j'ai commencé à lui dire, mais même si vous avez bataillé pour la libération des femmes, avec ma jeunesse, mais du haut de mes 25 ans, je lui dis, vous avez dû séduire pas mal d'hommes, vous avez dû... Et elle m'a répondu ceci: Monsieur Beccaro, vous saurez que mes entrailles ne sont pas à vendre. Vous n'imaginez pas le poids de cette phrase.
je me suis dit, mais de quoi je me mêle? Et elle a bien raison. Je me suis dit, mais elle a bien raison, cette femme, de ne pas vouloir raconter sa vie. Ça n'intéresse personne. Et c'est ce que je me suis dit. Ça, c'est mon problème. C'est ma souffrance à moi. Je n'ai pas à aller me répandre à la radio, dans des émissions qui ne font que ça. S'il faut le faire, on le fera un jour. Mais je le ferai dans quelque chose qui sera une espèce d'intégralité. Au moment donné, au moment opportun. Voilà. Au moment où Monique Cara, qui est ma toute première productrice de Matin Bonheur, me dit je crois te connaître un petit peu et tout ça, ça serait bien. Et je pense qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser, qui seraient ravis de t'accueillir. Ça serait bien que tu racontes ta vie. Alors là, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, moi, mais j'ai jamais rien. Je ne raconte rien et tu veux que maintenant je me mette à raconter. Oui, parce que ça va aider beaucoup de gens. Alors je crois que quand elle me propose ce travail, parce que c'est un vrai travail, elle ne sait pas tout. Elle ne se doute pas. Et dans ma petite tête, je me dis, bon, tu veux que je témoigne, alors je vais témoigner. Mais je vais prévenir tous ceux qui sont assis en haut de l'armoire qu'il vaut mieux qu'ils descendent tout de suite parce que sinon, comme dit l'expression, ils risquent de tomber de l'armoire. Voilà un peu le résumé de cette histoire qui est une aventure incroyable, qui me vaut des rencontres magnifiques. Et comme me l'avait dit Monique Cara, comme me l'avait prédit mes éditeurs, qui m'ont bien encouragé parce que j'avais le trac. Hein. Ils m'ont dit, tu verras, tu vas voir Thierry, tu vas voir. Tu vas faire un bien fou à plein de gens. Et tu n'imagines pas à quel point ça va être important pour eux. D'autant plus, Thierry, vous abordez un sujet tabou, dont malheureusement, trop souvent encore les faits divers s'emparent. Et vous brisez ce tabou en disant, moi je l'ai vécu, ouais. Je suis sans doute aujourd'hui, je suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui, pas grâce à cette situation, mais en tout cas, j'ai transformé tous ces non-dits, cette situation difficile, cette enfance difficile, j'ai su la transcender pour dire, il ne faut pas rester dans le silence. Ouais. Vous auriez voulu à un moment, gamin, qu'on vous regarde, qu'on comprenne que vous étiez dans la souffrance? Ce livre, effectivement, qui traite... et j'ai eu du mal à l'employer, ce mot. Il a fallu que je me batte avec Enfin, c'est l'éditeur qui a dû se battre avec moi, surtout, pour me dire, Thierry, il faut... Là, il faut dire les choses, il faut appeler un chat un chat. Là, on parle de maltraitance. Donc, tu peux dériver vers la souffrance, tu peux dériver vers la difficulté. Non, là, il y a eu un moment donné, il y a eu maltraitance. Il y a eu violence, maltraitance. Quand on sait que la maltraitance, souvent, elle se passe au sein du cercle proche de la famille. Là, en plus, vous mettez à l'index. Alors voilà, c'était la grande difficulté quand on parle de maltraitance, c'était qu'évidemment, j'évoquais mon père, j'évoquais ma mère, et quoi qu'on dise, avec l'âge que j'ai, il y a toujours le petit enfant qui sommeille en moi. Et je continuais à protéger mes parents. Et c'est ça qu'il faut bien préciser à celles et à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est que celles et ceux qui sont passés par ce chemin, ou ceux qui passeraient par ce chemin, parce que c'est un chemin difficile, ils doivent comprendre ce que je veux dire. C'est qu'on a du mal à dire ces choses-là, parce que d'abord on ne comprend pas ce qui nous arrive, on pense qu'on a fait quelque chose de mal, mais en même temps, ce sont nos parents. Donc on va pas dénoncer nos parents. Et ce livre, Je suis à 17 ans, en fait, ce que vous disiez, Samia, c'est un livre sur le silence. C'est un livre sur l'omerta. C'est un livre sur tous ceux qui sont autour de vous, qui entendent, mais qui, dans les années 60, ne disent rien. Parce que dans les années 60, c'est à peu près à cet âge-là que tout ça m'arrive. Il n'y a pas d'association. Hein. La psychologie... On est assez balbutiement. Eh oui, Françoise Dolto n'est pas encore arrivée. Ménie Grégoire, elle n'existe pas encore sur RTL pour donner la parole aux femmes.
Tout ça est très obscur. On sort de la guerre. On sort de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc toutes celles et tous ceux qui ont souffert, comme mes parents, se disent que nous on a souffert, tout ce qu'on peut faire, une claque, une gifle, une correction, c'est pas bien grave. Ça lui fera pas de mal. Ça lui fera pas de mal. Hein. Écoute, moi j'ai vécu la même chose, j'en suis pas mort. Et moi je pense, et je l'ai écrit, et s'il faut je l'écrirai encore. Moi je pense qu'on peut en mourir à petit feu. Des petites gifles, des petits coups sur les fesses, des claques, des humiliations. Parce que la maltraitance, elle peut être également psychologique. Des phrases malheureuses. Arrête avec ton flutio quand vous jouez de la flûte. Courageux mais pas téméraire. Enfin, toutes celles et tous ceux qui nous regardent là, connaissent tout ça. Peut-être attention à ce qu'on dit aux enfants. Les enfants, ils peuvent être turbulents, certes, mais il faut les supporter. Il faut être, comme dit Marcel Ruffo, que c'est un pédopsychiatre que j'adore, et le fondateur de la maison de Solène à Paris. Il faut être supporter de ces enfants. Alors c'est pas toujours formidable, mais il faut leur dire que ça sera mieux la prochaine fois. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai essayé d'évoquer dans ce livre. Mais pour revenir à ce que vous disiez, voilà, c'est vrai que c'est un livre sur l'omerta. Et ça, c'est en train d'évoluer. Et il faut que ça évolue. Parce qu'aujourd'hui, il y a le 119, il y a les associations. Et il faut pas laisser passer cette occasion de faire cesser tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on voit quand on regarde les informations. Et ce qui me tord l'estomac à chaque fois, quoi. Fiona, Tony, la petite Maëlys, enfin tout ça c'est terrible. La petite Angélique récemment. Avec tous les moyens qui existent, effectivement, on assiste encore avec des horreurs à ces gens. Avec des voisins qui sont toujours là et qui vous disent c'était un type formidable, c'était... c'est ce qu'on disait d'ailleurs de votre papa, et vous le reconnaissez vous-même, c'était un type formidable. Mais c'est un mec formidable, enfin je vais même me dire, c'était un type incroyable, sauf qu'il avait ses failles, il avait ses faiblesses, qui fait que sa jalousie, son histoire personnelle, mais ça il faut du travail pour comprendre ça. C'est pour ça que j'ai réussi à transformer la douleur en bienveillance et en bonne humeur et en... J'ai essayé de donner à l'autre, aux téléspectateurs ou aux spectateurs qui viennent me voir au théâtre, leur donner ce que moi j'ai pas eu. Vous citez d'ailleurs un moment Boris Cyrulnik en disant, il parle de ce merveilleux malheur. Voilà, absolument, ce merveilleux malheur. Alors ce sont deux mots qui se heurtent quand vous les proposez, quand vous dites ça à quelqu'un, il vous dit mais de quoi tu parles là? Mais oui. J'ai rencontré une femme formidable, Nicolas Klein, je la cite, qui me dit un jour « Thierry, si vous disiez merci à votre papa et à votre maman ». Ça c'est dans le livre et on m'en parle, mais à chaque fois que je parle du livre, dans les salons du livre et tout ça, les gens qui ont lu le livre me disent « ça c'est incroyable ». Parce que quand elle me dit ça, alors là heureusement je suis assis, mais sinon je serais tombé. Je lui dis honnêtement, mais j'ai dit, vous plaisantez ou quoi? Je vais dire merci à ma mère et à mon père. Alors elle me dit, réfléchissez. Regardez tout ce qui vous est arrivé. Regardez ce qui vous est arrivé. Ce que vous avez fait, le chemin que vous avez parcouru. Votre père a une part de responsabilité. Il est partie prenante dans... Il voulait le pied à l'étrier. Involontairement, inconsciemment. Mon père me fait rentrer à la maison de la radio. Je vous dis pas, je m'arrache les cheveux. Hein. Je me dis, mais de quoi il se mêle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, mais à l'époque, j'avais 17 ans, il fallait travailler pour voir ce que c'est que de gagner son argent, etc. J'arrive à la maison de la radio, j'arrive à France Inter. Bon, j'ai un tout petit boulot, hein. Mais un boulot formidable. Je note les droits d'auteur, je note les références de disques. Voilà. Mais j'adore la musique. Je suis un fou de musique, ça m'a sauvé. Donc je vais passer de France Inter à FIP, à France Musique, à France Culture.
ça va être une révélation. La première chose que je vois, c'est Yves Mourouzi qui présente le journal de 13h. Mais c'est juste énorme. Pour un garçon dont l'avenir était mal engagé, je trouve que quand même vous êtes... on parle de hasard ou de chance dans ces cas-là, où vous avez su faire il y a des belles rencontres qui sont mises sur votre chemin. Vous expliquez ça comment? Ou c'est juste l'espèce de volonté de s'en sortir d'un petit garçon qu'on disait angoissé Alors, comment expliquer asocial. tout ça? Comment expliquer qu'à un moment donné, il faut dire merci papa? Je lui ai dit à la fin quand je l'ai accompagné avec ma sœur à l'hôpital, sur sa fin de vie. Je l'ai remercié parce que je ne savais plus si je lui avais dit de vive voix quand il était en forme. Mais je lui redis encore aujourd'hui. Mais j'avais aussi la volonté quand même de faire quelque chose. Il n'était pas question que je ne mette pas à profit le plaisir qui était le mien à travailler dans cet univers. Et puis cette petite anecdote, quand je dis à une petite amie, tu verras, un jour, tu verras mon nom sur les affiches. Parce que ça, vous l'apprenez quand vous faites une analyse, ce que j'ai fait par la suite, une vraie analyse, allongée sur le divan, etc. C'est vrai que quand vous avez été un peu humilié, un peu dénigré, il y a une espèce à l'opposé d'ambition qui se crée. C'est-à-dire que vous vous dites, il va falloir que je devienne quelqu'un, quoi. Alors ça, voilà. Mais ça va durer. Une fois qu'on a son nom sur les affiches, c'est parfait, votre ego est satisfait. Et après, il faut travailler. Ça, c'est ce que je précise à chaque fois. L'ego, ça dure un mois. Hein. Il est posé sur votre épaule. Il dit, t'as vu ça, c'est super. Hein. Oui. Et puis après, il vous dit, bon, bah alors maintenant, tu vas travailler là. Maintenant, ça y est, t'es satisfait, on a ton nom sur les affiches et tout. Maintenant, au boulot. Il faut assurer le service après-vente. Voilà. Et ça, c'est ce que je dis souvent, ou ce que j'essaie de faire passer comme message à celles et à ceux qui commencent dans ce métier, qui est un métier de plus en plus difficile et qui ressemble aujourd'hui à un métier de l'éphémère. Hein. Il y a tellement de télévision, de radio, que pour arriver à durer aujourd'hui, il faut... Et réussir dans plusieurs secteurs, c'est notre cas. Ouais. Mais voilà pourquoi je dis merci maman et merci papa dans ce livre. Parce que je me suis frayé un chemin dans ma douleur qui m'a amené, ce chemin m'a amené à aimer la musique, à rencontrer un médecin qui me dit lisez de la poésie, vous allez voir, il y a quelque chose il y a un rythme dans la poésie qui va vous faire du bien, monsieur Beccaron. Lisez beaucoup, lisez. Donc je lis, et puis après je découvre la peinture, et puis je travaille avec Macha Béranger. Je me retrouve à écouter des gens qui sont souvent plus malheureux que vous, finalement. Beaucoup plus en souffrance que moi. Et tout à coup je me dis, mais c'est ça qui est intéressant. Alors malgré vous racontez beaucoup d'anecdotes où vous allez à un rendez-vous, la peur au ventre, angoissé, et malgré ça, rien ne transparaît de ce que vous avez vécu. On voit le gentil garçon, le monsieur tout à fait sympathique. Votre question est très intéressante concernant ce qui est la réalité qui est en vous et ce que vous montrez aux gens. Mais on revient à ce que je disais dès le début de l'entretien, c'est-à-dire que il n'était pas question de me plaindre, de raconter, d'aller chougner devant... parce que ça n'a... De faire du pathos, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est mon histoire, ça ne concerne pas celles ou ceux qui vont m'engager. Ça n'a aucun intérêt. Si vous le faites aujourd'hui, c'est aussi parce que vous minimisez les risques, votre carrière est faite. Ah ben voilà. Si je fais ça aujourd'hui, c'est que je n'ai pas besoin j'ai pas fait de buzz, je n'ai pas besoin qu'on attire les regards sur moi. Tout va bien.
tout va bien. Moi, j'ai la chance d'avoir la gentillesse, le sourire des gens que je croise dans les salons, au théâtre, à Motus. Il est juste renforcé depuis la sortie du livre. L'attitude des gens a changé. Je ne vais pas dire qu'elle a changé, elle permet aux gens de venir vers moi. J'ai l'impression d'avoir libéré la parole. Les gens viennent me voir. Leur malheur n'est pas forcément le mien, mais c'est une douleur, de toute façon. C'est une souffrance qu'ils viennent exprimer en me disant, et ce qui est souvent le cas, on se croit toujours tout seul. Et vous, Thierry, vous nous dites que vous avez vécu ça. Mais merci, parce que moi aussi, me dit la jeune femme, moi aussi, me dit le monsieur. Ou alors elle me dit, moi, mon frère est dans ce cas-là, c'est pour lui que j'achète le livre. Donc merci. Merci. Alors donc j'ai l'impression d'être une espèce de passerelle, comme ça. Devrait être reconnu d'utilité publique. Oui, peut-être, oui. Je ne sais pas si je serai remboursé, ils seront remboursés par la sécurité sociale, mais en tout cas, voilà. C'est mon plus grand plaisir, je n'aime pas le mot fierté, c'est un mot que je n'aime pas employer, mais mon plus grand plaisir, c'est de me dire que, voilà, je vais peut-être faire en sorte que certaines personnes y aillent un peu mieux. Et je leur dis dans ce livre, avec du courage, avec du travail, dans tous les sens du terme, on peut y arriver. Et on peut arriver à transformer la douleur. Parce que vous évoquez quand même des situations dramatiques. Le je suis né à 17 ans, qui en même temps je suis mort à 17 ans, c'est un événement auquel vous assistez. Oui. Si je reviens à cette douleur que j'évoque et que je partage avec le public, c'est une douleur épouvantable, c'est-à-dire que c'est du domaine de l'indicible, c'est-à-dire que effectivement j'ouvre une porte un soir et j'entends du bruit, je vois mon père qui pointe un fusil sur ma mère. C'est quelque chose pour un adolescent de 17 ans, mais pour n'importe qui, mais à cet âge-là, c'est une situation que on ne peut même pas envisager. Je n'ai plus les mots puisque je suis dans un état de sidération qui fait que j'ai dû lui dire, papa, qu'est-ce que... Il n'y a plus les mots, rien ne sort. Mais pourtant, il faut vivre. Donc je vais au lycée, Vous évoquez aussi le problème d'alcool qu'avait votre papa, voilà. Qui n'explique pas forcément... Alors voilà, c'est ce que me disent pas mal de gens avec qui je discute. C'est pas une excuse, hein. Mais c'était son drame. C'était la jalousie, son parcours personnel, sa tristesse, son envie de réussir, qui se heurtait avec cette générosité incroyable, ce charme fou. C'était un mec qui ressemblait à Zorro, quoi. C'était Don Diego de la Vega, mon père. Mais il avait cette faille, c'était abyssal, quoi. Et quand il tombait dans son gouffre, c'était terrible. Et puis ce soir-là, c'est ce que je raconte. Alors j'aurais pu devenir méchant, j'aurais pu devenir aigre, amer, revanchard, me dire moi j'ai souffert, vous allez voir maintenant les autres Et reproduire ça avec vos enfants aussi. Et reproduire ce dont on me parle beaucoup. Les gens ont peur de la répétition et je leur explique. C'est pas une fatalité, je vous assure que si vous faites le travail qu'il faut, vraiment, vous n'êtes pas obligé de répéter ce que vous avez vécu ou ce que vous avez subi. Il n'y a pas... C'est pour ça que je pense que c'est un livre qui est plein d'espoir, quoi. Vous l'avez fait pour qui en priorité, ce livre? Pour vous? Pour les autres? Pour vos enfants? Je l'ai pas fait pour moi. Parce que moi vous la connaissez, l'histoire, je la connais et je l'ai réglée sur le divan. Je l'ai fait parce qu'on m'a convaincu qu'elle pourrait aider. J'étais pas certain. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu du courage pour le faire. Quand on découvre le grand angoissé que vous êtes, effectivement, on peut imaginer la dose de courage. Et quand on sait que je n'ai jamais raconté quoi que ce soit dans les journaux, dans la presse et tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc vraiment, j'avais des chocolats.
avez parlé à vos enfants, par exemple? Bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Alors ils vont lire le livre, il est là, hein, le livre il est là, Oui. quand ils veulent, ils peuvent le Ils lire. apprendront des choses sur vous? Oui, ils ont déjà appris pas mal, hein. Il y avait des choses que je ne pouvais évidemment pas leur raconter comme ça. Le fusil, ça se raconte pas. J'allais pas leur dire, asseyez-vous, je vais vous raconter. Ils l'ont découvert, Lucas l'a découvert en regardant certaines interviews. Ma fille, j'ai une autre fille qui est à Columbia, qui sait ça aussi. J'ai une troisième fille qui connaissait un petit peu mes souffrances, mais même à ma famille proche. Je ne voulais pas raconter des choses qui étaient quand même très, très, très difficiles. Mais je trouve que au bout du compte, L'histoire est bonne. Hein. l'histoire est assez incroyable. Elle est incroyable. Surtout quand vous réussissez à apporter du plaisir aux gens. Quand vous transformez la douleur en joie et en bonne humeur. Ce qui ne m'empêche pas, je le précise, hein, ce qui ne m'empêche pas que le sac à dos, il est toujours là, hein, mais il est plus léger. Et toutes celles et tous ceux qui partagent cette aventure avec moi, eh bien, peut-être que j'ai allégé leur sac à dos, et elles ne s'imaginent pas à quel point elles sont en train d'alléger le mien. Si Thierry Carros aujourd'hui, l'homme de 61 ans, avait un message à dire, à passer au petit garçon, qu'est-ce qu'il aurait à lui dire au petit garçon de 7-8 ans qui, Ah là là, c'est une jolie question ça. à qui les parents confient la responsabilité de la petite sœur, qui est confié à sa grand-mère. Il y a des gens, il y a des personnages comme ça qui ont forcément marqué votre vie. Vous parlez de votre grand-mère Anna, il y a des parcours, Ouais. des personnes qui ont, des personnalités qui ont cheminé comme ça tout au long de votre vie. Bah, je dirais déjà, mes mères Anna, merci, je pense à toi souvent. Tu m'accompagnes et je lui dirais, t'es parti trop tôt parce que peut-être que ça m'aurait fait du bien de venir te parler de tout ce qui m'arrivait. Parce que je sais qu'elle m'aurait protégé, mais je sais qu'elle me protège toujours. Donc ça là-dessus, elle est avec moi, là, pendant qu'on parle, elle est là. Elle est dans mon passeport. On évoquait... Ben, je vais dire, j'ai une pensée émue pour mon père, mine de rien. Parce que c'était un mec, quand il était en forme et quand il était joyeux, et je me disais, mon Dieu, c'est un mec super marrant. Sinatra, Dean Martin, Brassens. C'est un mec qui me réveillait le matin pour aller voir les matchs de la Coupe du Monde à 1h du mat. Donc c'est là où c'était incompréhensible. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de papas qui vont réveiller leur fils quand il y a école le lendemain pour partager ce moment avec lui. Donc rien que pour ça, je te dis merci papa. Maman, bravo pour ton courage. Maman, elle est toujours là, j'ai travaillé avec elle. Le livre, c'est difficile, je sais que c'est difficile pour elle. Mais tout ce que je dis, il n'y a pas une once de jugement. C'est qu'un travail, c'est qu'un cheminement pour arriver à la compréhension, pour arriver à pardonner. Ce qui ne veut pas dire oublier, je le précise. Mais dire voilà, maintenant, à un moment donné, parce que l'aigreur, l'amertume, la colère, tout ça, ça vous dévore. Moi, je préfère être un peu plus en paix aujourd'hui. C'est ce vers quoi je tends. Et puis je vais dire merci à toutes celles et à tous ceux que je rencontre, quoi. Si je peux leur faire du bien, vraiment, ou ceux que je vois régulièrement, quoi, à Motus, ou que je rencontre dans la rue, qui me font des petits signes comme ça. Alors ces gens-là, je les appelle mes anges gardiens. Parce que je vous assure que les moments où mon sac à dos est un petit peu plus lourd que d'habitude, ben, y a un type qui passe avec sa camionnette, là, comme ça, qui klaxonne, puis qui me fait... Où je croise un type comme ça, puis il me dit changez rien, c'est super. Et je me dis toujours, c'est comme s'il y avait un bon Dieu là-haut qui jetait un œil bienveillant sur moi et qui disait à ses anges bon, vous allez descendre, là, il y a le petit Beccaro qui est pas bien,
Toi, tu y vas, vous passez dans la rue et vous lui dites que vous l'aimez bien et que c'est super. Bon, bah d'accord. Et hop, et dans la rue, je vois deux types qui me font un petit signe. Merci, monsieur Beccaro, c'est super. Voilà. Et là, je me dis, bah, oh, ça vaut le coup. Bah, il faut continuer. J'ai 2 dernières questions, si vous m'autorisez. Ce livre vous a permis quand même de faire un peu de ménage dans votre vie. Du coup, vous dites, même vous l'écrivez à un moment que vous avez même coupé avec des membres de votre famille. C'était nécessaire? C'était pas le ménage C'est peut-être pas le ménage le plus intéressant. Si j'ai dû faire du ménage, je l'ai fait par nécessité. Je souhaite que les membres de ma famille qui lisent ce livre ou qui ont peut-être été un peu offusqués, qui n'ont pas bien compris pourquoi je faisais ça, je leur dis lisez le livre. Et après vous me direz ce que vous en pensez. Mais je ne pouvais pas être tiraillé entre la famille de l'un et la famille de l'autre. Donc dans ces cas-là, vous coupez les ponts, évidemment. Il fallait que je me préserve, absolument. Et puis, je vais embrasser ma sœur, que je vois très très peu, mais qui a une importance capitale, et puis qui était partie prenante et qui a assisté à tout ce que j'évoque dans le livre. Elle n'a pas le même vécu. Elle n'a pas le même vécu, mais c'est vrai que ça a été difficile pour elle. Je crois qu'elle elle ne souhaite pas en parler, elle ne souhaite pas l'évoquer. Le ménage, je l'ai surtout fait pour essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit, pour continuer à me frayer un chemin qui soit le plus agréable possible. Vous êtes un homme heureux? Ouais, ça c'est des questions terribles, ça, pour moi. Oh mon Dieu! Ah ouais, là, est-ce que je suis un homme heureux? Alors je vais saluer mon kiné, qui est un peu mon coach, qui s'occupe de moi, et qui m'a dit à la sortie du livre, qui est un joli succès en plus, c'est assez touchant. Bon, il me dit, j'espère que tu savoures. Et je lui ai répondu, ouais, il faudrait... Non. Il m'a dit non. Non, pas il faudrait. Il faut. Je ne veux pas entendre, il faudrait. Voilà, ma grande difficulté, c'est d'être heureux. Voilà, c'est d'assumer et de dire, voilà, je suis heureux. Et je suis là. Et je suis là, avec toujours la peur qu'il vous tombe quelque chose sur le coin de la tête. Donc peut-être que le petit garçon dont on parlait tout à l'heure pourrait me dire ah, ça va, bravo. Dis donc, ouais, c'est formidable. Mais quand je le vois, lui, je me dis, j'ai toujours une tendresse incroyable pour le petit Thierry. Et pour boucler la boucle et revenir au thème majeur de ce livre, j'ai donné quelquefois des photos de moi quand j'étais petit. Vous étiez mignon en plus. Ouais, et là je me dis, comme si on était deux, quoi. Et je veillais sur son petit bonhomme et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut taper sur un petit garçon comme ça? Donc un petit garçon comme ça, un petit Tony, une Fiona, une petite Maëlys, une petite Angélique. Plus jamais ça. Alors on sait pertinemment que malheureusement ça existera, mais ne plus se taire, réagir quand on soupçonne des cas de maltraitance. Il y a le 119. Non, il ne faut pas, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut pas faire ça parce qu'il n'y a rien de... On ne touche pas à l'enfance. On n'y touche pas, il n'y a pas de... J'ai même pas les mots à part l'émotion que vous pouvez ressentir parce qu'il n'y a pas de défense. Il n'y a que de l'innocence. Je ne connais pas d'enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans qui aient des pensées maléfiques qui méritent qu'on lui fracasse le visage et qu'on... Souvent sans motif. Ça n'est même pas justifiable. En tout cas, ça fait une belle aventure.
c'est un sacré parcours. Vous auriez presque pu chanter, on parlait de Balavoine tout à l'heure, on va citer d'un autre chanteur, Claude François, qui disait « J'ai eu moi aussi 17 ans ». Ah ouais, c'est une jolie chanson ça. Ça aussi c'était une magnifique chanson. Voilà, je suis né à 17 ans. Peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas. Les gens me demandent alors, quand est-ce que vous écrivez un deuxième? Ben, j'ai dit, vous savez, là au moment où on se parle, Samia, le livre il est sorti le 15 février. Hein. On n'est même pas le 15 mai. Hein. J'ai l'impression que c'est... Ça fait... Bon, c'est vrai que je suis sur le livre depuis plus d'1 an, mais c'est un jeune... C'est un beau bébé. Ça reste un nourrisson. Ça reste un nourrisson. Ben, il va grandir. Il va grandir. L'actualité, Thierry Beccaro, on évoquait vos différents centres d'intérêt, d'activité. Vous êtes au théâtre en ce moment? En ce moment, je suis au théâtre. Je suis en tournée avec Alexandra Vandernoot, ma partenaire, d'une très très jolie pièce qui s'appelle Je suis... L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est une jolie rencontre. Une pièce d'Éric Leroc. Une jolie comédie sentimentale. J'ai failli confondre les deux titres parce que j'ai répété la pièce pendant que j'écrivais le livre. Et je lui ai raconté ça 15 jours avant la parution du livre. Donc elle ne le savait pas. Et elle me dit, bah dis donc, t'es un sacré cachotier. Hein. C'est-à-dire que le matin, j'allais répéter. Et l'après-midi, je travaillais avec Jean-Philippe Zappa. Ça fait une belle année. Hein. Ah, je ne me suis pas ennuyé là. Là, j'étais... Et donc, on est en tournée jusqu'au 4 août. On terminera à Évian, le 3 et le 4 août. Et entre-temps, je présenterai Télématin du 16 juillet au 3 août. Je serai au Salon du Livre de Nice, le 1er et le 2 juin. Après, j'irai à Saumur pour un merveilleux Salon du Livre, vin et livres. Donc, à consommer avec modération. Donc là, je parle du vin. Et puis après, j'irai du côté de Sablé. Sablé dans le sud de la France, à côté de Rasteau. Ça va être superbe. Voilà. Donc, c'est encore une nouvelle vie. La découverte comme ça des salons du livre, la rencontre avec les auteurs et tout. Ben voilà. Pour le jeune homme qui aimait déjà travailler tout l'été, vous faites encore un planning. Vous reposez de temps en temps? Absolument. J'ai du mal à écrire le mot vacances pour faire référence à Motus, V-A-C-A-N-C-E-S. J'ai du mal à l'écrire en entier à chaque fois parce que c'est toujours par petits bouts. Voilà Samia. Merci Thierry. Ah, c'était super. Merci.